La pluie battait contre les vitres du petit appartement de Marc Duval. Une soirée ordinaire de novembre à Lyon, où le ciel semblait pleurer toutes les larmes qu'il avait retenues pendant des mois. Marc, assis à sa modeste table de cuisine, contemplait les factures étalées devant lui, son visage marqué par l'inquiétude et la fatigue. À 42 ans, cet homme aux tempes grisonnantes et aux épaules légèrement voûtées par le poids des responsabilités, jonglait entre son travail de chauffeur de bus et son rôle de père célibataire. Dans la chambre voisine, Léa, sa fille de 16 ans, étudiait en silence. Depuis le départ de sa mère 8 ans plus tôt, partie avec un homme d'affaires rencontré lors d'une soirée, Marc avait consacré chaque minute de sa vie à offrir à Léa une existence aussi normale que possible. Leur appartement, situé dans un quartier ouvrier de Lyon, n'avait rien de luxueux. 2 chambres, un salon-cuisine aux meubles usés mais propres, et une petite salle de bain dont les carreaux avaient perdu leur éclat depuis longtemps. Pourtant, ils y avaient créé un foyer, un refuge contre les tempêtes de la vie. Marc soupira en repoussant la facture d'électricité. Encore une augmentation. Il se frotta les yeux, calculant mentalement combien d'heures supplémentaires il devrait effectuer ce mois-ci pour joindre les 2 bouts. La compagnie de transport public ne payait pas mal, mais avec les études de Léa qui approchèrent de l'université, chaque euro comptait. Il rêvait pour elle d'un avenir meilleur, loin des soucis financiers qui avaient rythmé sa propre existence. Cher lecteur, j'espère que ces premiers paragraphes ont éveillé votre curiosité. Si cette histoire vous plaît jusqu'à présent, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour m'encourager à continuer. Que pensez-vous de Marc et de sa situation? Avez-vous déjà ressenti cette même pression face aux responsabilités de la vie? Partagez vos impressions en commentaire et poursuivons ensemble cette histoire. Un coup frappé à la porte le tira brusquement de ses pensées. Marc jeta un coup d'œil à l'horloge murale. 23h17. Qui pouvait bien venir à cette heure tardive par un temps pareil? Méfiant, il se leva et s'approcha de la porte. « Qui est-ce » demanda-t-il, la main posée sur la poignée. Seul le silence lui répondit d'abord. Puis une voix féminine, jeune et tremblante, murmura « S'il vous plaît, aidez-moi ». Marc hésita un instant. Dans ce quartier, la prudence était de mise, même pour un homme de sa stature. Mais quelque chose dans cette voix, une détresse sincère, le poussa à entr'ouvrir la porte. Devant lui se tenait une jeune femme, probablement à peine plus âgée que sa fille. Trempée jusqu'aux os, ses longs cheveux bruns collés à son visage pâle, elle serrait contre elle un sac à dos détrempé. Ses vêtements, malgré leur état lamentable, trahissaient une certaine qualité. Un jean de marque, des chaussures haut de gamme, une veste qui avait dû coûter plusieurs centaines d'euros avant d'être malmenée par la pluie. « Mon Dieu, mais vous êtes trempé !» s'exclama Marc, oubliant momentanément sa méfiance. « Entrez, vous allez attraper la mort. » La jeune femme franchit le seuil avec hésitation, laissant une flaque d'eau se former à ses pieds. De plus près, Marc remarqua ses yeux rougis, comme si elle avait pleuré pendant des heures, et une ecchymose naissante sur sa pommette gauche. « Je suis désolée de vous déranger, » balbutia-t-elle. « Je ne savais pas où aller. J'ai vu de la lumière à votre fenêtre et... Papa, qu'est-ce qui se passe ?» Léa venait d'apparaître dans l'encadrement de sa chambre. Ses cheveux blonds attachés en queue de cheval, un livre de mathématiques encore ouvert à la main. Elle observa l'inconnu avec curiosité et inquiétude. « Je ne sais pas encore, ma chérie, » répondit Marc en se tournant vers leur visiteuse. « Comment vous appelez-vous » La jeune femme hésita un instant, comme si elle pesait le pour et le contre d'une révélation importante. « Emma, » dit-elle finalement. « Je m'appelle Emma. » « Eh bien, Emma, commençons par vous sécher. Léa, tu peux lui prêter des vêtements secs pendant que je prépare un thé chaud ?» Léa acquiesça et fit signe à Emma de la suivre. Marc les regarda disparaître dans la chambre de sa fille, partagé entre l'inquiétude et un étrange sentiment qu'il venait de prendre une décision qui changerait le cours de leur vie. Dans la cuisine, tout en mettant l'eau à chauffer, il se demanda ce qu'une jeune femme comme Emma faisait seule dans les rues par une nuit pareille. Son instinct paternel lui soufflait qu'elle fuyait quelque chose, ou quelqu'un. L'ecchymose sur son visage n'était pas apparue par magie. Pourtant, malgré ses vêtements de qualité, elle n'avait visiblement nulle part où aller. 15 minutes plus tard, Emma réapparut, vêtue d'un jogging et d'un sweatshirt appartenant à Léa. Les vêtements étaient un peu courts pour elle, mais au moins ils étaient secs. Ses cheveux encore humides étaient rassemblés en un chignon improvisé, et elle avait lavé son visage, rendant l'ecchymose encore plus visible sous la lumière crue de la cuisine. « Merci »,
dit-elle en acceptant la tasse de thé fumante que Marc lui tendait. « Je ne sais pas comment vous remercier. Vous pouvez commencer par nous dire ce qui vous est arrivé, » suggéra doucement Marc en s'asseyant face à elle, tandis que Léa prenait place à côté de l'inconnu, manifestement fascinée. Emma baissa les yeux vers sa tasse, ses doigts fins s'enroulant autour de la céramique chaude comme pour y puiser du courage. « Je me suis enfuie de chez moi, » avoua-t-elle finalement. « Mon père voulait me forcer à épouser le fils de son associé, un arrangement commercial comme il l'appelait. J'ai refusé et, disons que la discussion est devenue houleuse. » Elle effleura inconsciemment sa pommette meurtrie et Marc sentit une vague de colère monter en lui. « Votre père vous a frappé ?» demanda-t-il, sa voix trahissant son indignation. Emma hocha lentement la tête. « Ce n'est pas la première fois. Il a toujours eu des accès de colère. Ma mère est morte quand j'avais 12 ans. Et depuis, c'est devenu de pire en pire. Il contrôle tout. Mes études, mes amis, mes sorties. Mais ce mariage, c'était la goutte d'eau. Alors j'ai pris quelques affaires et je suis parti. « Où comptez-vous aller ?» demanda Léa, qui semblait déjà avoir développé une sympathie sincère pour cet inconnu à peine plus âgé qu'elle. « Je ne sais pas, » admit Emma avec un sourire triste. « J'ai un peu d'argent, mais pas assez pour aller bien loin. Et je n'ai pas vraiment d'amis. Mon père s'assurait que je n'en ai pas trop. » Marc et Léa échangèrent un regard. Une communication silencieuse passa entre le père et la fille, comme souvent entre deux personnes qui ont appris à se comprendre sans mots. « Vous pouvez rester ici cette nuit, » proposa Marc. « Le canapé n'est pas très confortable, mais il est à vous si vous voulez. » Les yeux d'Emma s'emplirent de larmes. « Vraiment ? Vous ne me connaissez même pas. »« Nous ne vous connaissons pas encore, » corrigea Léa avec un sourire. « Mais vous ne pouvez pas retourner dans la rue, surtout pas avec ce temps. Et demain, nous verrons quelles sont vos options, » ajouta Marc. « Peut-être qu'il existe des services sociaux qui pourraient vous aider ou... »« Non !» l'interrompit Emma, une panique soudaine dans la voix. « Pas de services sociaux, je vous en prie. Mon père a des contacts partout. S'il me retrouve... » Elle laissa sa phrase en suspens. Mais l'implication était claire. Marc fronça les sourcils, se demandant quel genre d'homme pouvait inspirer une telle terreur à sa propre fille. Quel genre d'homme pouvait frapper son enfant et la forcer à un mariage arrangé comme au Moyen-Âge? « D'accord, pas de services sociaux pour l'instant, » concéda-t-il. « Mais vous ne pouvez pas fuir éternellement, Emma. À un moment donné, il faudra affronter la situation. » Emma hocha la tête, mais Marc vit bien qu'elle n'était pas convaincue. Il se demanda ce qu'elle ne leur disait pas encore, quel secret elle gardait, mais ce n'était pas le moment d'insister. La jeune femme était épuisée, physiquement et émotionnellement. « Nous en reparlerons demain, » décida-t-il en se levant. « Léa, tu peux lui donner des draps et une couverture pour le canapé ?» Tandis que sa fille s'exécutait, Marc observa leur mystérieux invité. Malgré ses vêtements empruntés et son apparence vulnérable, quelque chose en elle trahissait une éducation privilégiée. Sa posture, sa façon de tenir sa tasse, son vocabulaire choisi. Qui était vraiment cette Emma? Et surtout, qui était ce père qu'elle fuyait avec tant de désespoir? Plus tard, alors que Léa était retournée se coucher et qu'Emma s'était installée sur le canapé, Marc resta un moment à sa fenêtre, observant la pluie qui continuait de tomber sur la ville endormie. Il avait toujours suivi son instinct, et ce soir son instinct lui disait qu'il avait fait ce qu'il fallait en ouvrant sa porte à cet inconnu. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de ressentir une légère appréhension, comme si un sixième sens l'avertissait que sa vie venait de prendre un tournant aussi imprévisible que la jeune femme qui dormait maintenant sous son toit. Ce qu'il ignorait, c'est que pendant qu'il contemplait la nuit pluvieuse à l'autre bout de la ville, dans une somptueuse villa du quartier de la Croix-Rousse, un homme puissant décrochait son téléphone pour signaler la disparition de sa fille unique, héritière d'une fortune colossale et promise à l'un des partis les plus enviables de France. Le lendemain matin, Marc se réveilla à l'aube, comme tous les jours. Par habitude, il prépara le café en silence pour ne pas réveiller Léa, avant de se rappeler qu'ils avaient une invitée. Il jeta un coup d'œil vers le salon et vit Emma, toujours profondément endormie sur le canapé, recroquevillée sous la couverture comme une enfant. La lumière du jour révélait mieux l'ecchymose sur son visage, maintenant violacé et gonflé. Marc serra les poings. Quel père pouvait faire ça à son enfant? Il s'apprêtait à préparer le petit déjeuner quand son téléphone vibra. Un message de son chef d'équipe à la compagnie de transport. En raison des fortes pluies de la nuit, plusieurs lignes étaient perturbées et on avait besoin de chauffeurs supplémentaires. Une opportunité de faire des heures supplémentaires qu'il ne pouvait pas refuser.
même si cela signifiait laisser Emma et Léa seules. Marc hésita, puis rédigea un mot qu'il posa sur la table. « Appelez en urgence au travail. Servez-vous dans le frigo. Je serai de retour vers 16 heures. Léa a mon numéro si besoin. » Marc, avant de partir, il jeta un dernier regard à la jeune femme endormie. Qui était-elle vraiment? Pouvait-il vraiment lui faire confiance au point de la laisser seule avec sa fille? Mais l'alternative, la mettre dehors, était impensable. Et puis, Léa avait presque 17 ans, elle n'était plus une enfant. Elle saurait gérer la situation. Avec un soupir, Marc quitta l'appartement, ignorant encore que pendant son absence, les véritables enjeux allaient commencer à se dessiner. Emma se réveilla 2 heures plus tard, désorientée et endolorie. Il lui fallut quelques secondes pour se rappeler où elle était et comment elle y était arrivée. Les événements de la veille lui revinrent en mémoire comme un mauvais rêve. La dispute avec son père, la gifle qu'il avait envoyée au sol, sa fuite précipitée sous la pluie battante, et finalement, cette porte qui s'était ouverte sur le visage fatigué mais bienveillant d'un inconnu. Elle se redressa lentement, grimaçant à cause de la douleur dans son corps. En plus de sa pommette, ses côtes la faisaient souffrir, un souvenir de sa chute contre le bureau de son père lorsqu'il l'avait poussée. « Bonjour !» Emma sursauta. Léa se tenait dans l'encadrement de la porte de sa chambre, déjà habillée d'un jean et d'un pull simple. « Bonjour !» répondit Emma en tentant un sourire. « Quelle heure est-il » ? « Presque 10 heures. Papa a dû partir travailler en urgence, mais il a laissé un mot. Tu veux un café ?» Emma hocha la tête, reconnaissante. Alors qu'elle suivait Léa dans la cuisine, elle observa l'appartement à la lumière du jour. Il était modeste, mais impeccablement tenu, avec quelques photos encadrées sur les murs. Léa à différents âges, parfois accompagnée de Marc, jamais d'une femme qui aurait pu être sa mère. « Ton père est chauffeur de bus, c'est ça ?» demanda Emma, en acceptant la tasse que lui tendait Léa. « Oui, depuis presque 20 ans. Il adore son métier, même s'il est souvent fatigué. » Emma hocha la tête, pensive. Elle essayait d'imaginer ce que pouvait être la vie de cette famille, si différente de la sienne. Pas de domestique, pas de jardinier, pas de voiture avec chauffeur, juste un père et sa fille, vivant simplement, mais ensemble. « Et ta mère ?» osa-t-elle demander. Le visage de Léa s'assombrit légèrement. « Elle est partie quand j'avais 8 ans. Elle a rencontré quelqu'un d'autre, un type riche. Elle envoie une carte à mon anniversaire, parfois. Je suis désolé, murmura Emma, sincèrement touchée. Léa haussa les épaules avec une maturité qui impressionna Emma. C'est comme ça. Papa a toujours été là pour moi, c'est le principal. Elle marqua une pause avant d'ajouter « Et toi, tu as dit que ta mère était morte ?» Emma acquiesça, sentant la tristesse familière l'envahir. « Cancer. J'avais 12 ans. Après ça, mon père a changé. Il avait toujours été strict, mais là, c'est devenu autre chose. »« Il te battait souvent ?» demanda Léa sans détour, les yeux fixés sur l'échymose d'Emma. « Pas souvent. Seulement quand je le contrariais vraiment. Ou quand il buvait trop. » Léa fronça les sourcils. « Ça n'excuse rien. Personne n'a le droit de frapper quelqu'un d'autre, surtout pas un parent. » Emma sourit tristement. Dans son monde, celui des grandes fortunes et du pouvoir, la violence prenait souvent des formes plus subtiles, mais tout aussi destructrices. Son père n'était pas le seul à lever la main sur ses enfants quand les portes se refermaient sur leur luxueuse demeure. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» demanda Léa. C'était la question à 1 million d'euros. Emma avait fui sans véritable plan. Elle avait un peu d'argent, quelques milliers d'euros économisés en secret, mais elle savait que son père la retrouverait si elle utilisait sa carte bancaire ou son téléphone. « Je ne sais pas encore, » admit-elle. « J'ai besoin de réfléchir, de trouver un endroit où il ne pourra pas me retrouver. » « Il est si dangereux que ça, ton père. » Emma hésita. Comment expliquer qui était réellement Victor Marchand, sans révéler sa propre identité? Comment faire comprendre à cette adolescente l'étendue du pouvoir et de l'influence de son père? « Il connaît beaucoup de gens importants, dit-elle finalement. Des politiciens, des juges, des policiers. S'il me cherche, et je sais qu'il le fera, il a les moyens de me retrouver. » Léa semblait sceptique. « On n'est pas dans un film, tu sais. Même les gens importants ne peuvent pas tout faire. » Si seulement c'était vrai, pensa Emma. Si seulement son père n'était pas l'homme qu'il était, Victor Marchand, magnate de l'immobilier, propriétaire de la moitié des hôtels de luxe de France et d'une bonne partie de ceux d'Europe, homme dont le nom apparaissait régulièrement dans les classements des plus grandes fortunes du pays. Un homme qui n'acceptait jamais de perdre et certainement pas de voir sa fille unique, son héritière, s'enfuir à quelques jours d'un mariage
qui devait sceller l'alliance entre son empire et celui des Fournier, autre dynastie de l'hôtellerie de luxe. « Tu ne comprends pas, » murmura Emma. « Il ne s'agit pas seulement de moi. Il s'agit d'argent, de pouvoir, de réputation. Pour mon père, je ne suis qu'un pion dans sa stratégie commerciale. » Léa la regarda longuement, comme si elle essayait de résoudre une énigme particulièrement complexe. « Qui es-tu vraiment, Emma ?» demanda-t-elle finalement. « Je veux dire, je vois bien que tu n'es pas comme nous. » Emma sentit son cœur s'accélérer. Devait-elle dire la vérité? Risquer que Marc et Léa la voient différemment, peut-être même la mettre dehors par peur des problèmes qu'elle pourrait leur attirer? Ou continuer à mentir, à cacher sa véritable identité, au risque qu'ils la prennent d'une manière qui trahirait leur confiance? Avant qu'elle ne puisse se décider, le téléphone de Léa sonna. La jeune fille jeta un coup d'œil à l'écran et fronça les sourcils. « C'est bizarre, » dit-elle. « C'est le lycée. On est samedi. » Elle décrocha et écouta en silence pendant quelques secondes, son visage reflétant une surprise croissante. « Oui, elle est avec moi, » dit-elle en regardant Emma. « Comment vous... » « D'accord, je lui dirai. » Elle raccrocha lentement, son expression désormais méfiante, alors qu'elle fixait Emma. « C'était mon proviseur. Il m'a demandé si Emma Marchand était avec moi. Il a dit que la police la cherche et que son père est très inquiet. » Le sang d'Emma se glaça dans ses veines. Comment avait-il fait le lien si vite? Comment savait-il qu'elle était ici? « Emma Marchand » répéta Léa comme si elle testait le nom. « Comme Victor Marchand, le milliardaire. » Emma ferma les yeux, sentant son monde s'écrouler autour d'elle. « C'est mon père » confirma-t-elle dans un souffle. Léa la dévisagea bouche bée. « Tu es la fille de Victor Marchand, l'homme dont le visage est sur les panneaux publicitaires partout en ville? Celui qui possède la moitié des immeubles de Lyon ?» Emma acquiesça misérablement. « Je suis désolée de ne pas vous l'avoir dit. J'avais peur que... » « Que quoi? Qu'on te garde en otage pour demander une rançon ?» Léa semblait partagée entre l'incrédulité et la colère. « Mon père t'a aidé sans rien demander en retour et toi tu nous as menti. »« Je ne vous ai pas vraiment menti, » protesta faiblement Emma. « J'ai juste omis certains détails. Comme le fait que ton père pourrait probablement acheter cet immeuble entier sans même le remarquer sur son compte en banque. » Emma ne pouvait pas nier. La fortune des Marchands était estimée à plusieurs milliards d'euros. Son père dépensait parfois plus en une soirée que ce que Marc gagnerait en 10 ans. « Comment ont-ils su que j'étais ici ?» demanda-t-elle, plus pour elle-même que pour Léa. Léa sembla réfléchir. « Le proviseur a dit qu'ils avaient tracé ton téléphone. »« Impossible, je l'ai éteint dès que je suis parti. Peut-être qu'il s'est rallumé tout seul, ou peut-être qu'il y a autre chose qui... » Emma eut soudain une révélation. Sa montre. La montre connectée que son père lui avait offerte pour son dernier anniversaire, insistant pour qu'elle la porte toujours. « Pour ta sécurité », y avait-il dit. Elle baissa les yeux vers son poignet où le bijou high-tech affichait discrètement l'heure et, apparemment, transmettait sa position en temps réel. « Il faut que je parte », dit-elle en se levant brusquement. « Tout de suite. Si la police vient ici, il est trop tard. » La voix de Léa était calme mais résignée. À travers la fenêtre de la cuisine, elle pouvait voir 2 voitures de police qui venèrent de s'arrêter devant l'immeuble, accompagnées d'une berline noire aux vitres teintées qu'Emma reconnut immédiatement. La voiture de son père. « Je suis désolée » murmura Emma, les larmes aux yeux. « Je ne voulais pas vous attirer des ennuis. » Léa la regarda un long moment, puis son expression s'adoucit légèrement. « Je te crois quand tu dis que ton père te maltraite. L'argent ne protège pas de ça, au contraire parfois. » Emma acquiesça, reconnaissante pour cette compréhension inattendue. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Léa. Emma regarda à nouveau par la fenêtre. Son père était en train de sortir de la voiture, son visage durci par la colère même à cette distance. Il était accompagné de son garde du corps personnel et de ce qui semblait être un officier de police haut gradé. « Je dois y aller, » dit-elle avec résignation. « Je ne peux pas vous impliquer davantage, mais s'il te frappe encore, s'il te force vraiment à ce mariage... » Emma sourit tristement. « C'est ma vie, Léa. J'ai essayé de m'échapper, mais... » Elle n'eut pas le temps de finir sa phrase. Des coups autoritaires retentirent à la porte de l'appartement, faisant sursauter les 2 jeunes femmes. « Police! Ouvrez !» Emma et Léa échangèrent un regard, la peur et l'incertitude se reflétant dans leurs yeux. Puis, résignée, Emma se dirigea vers la porte, prête à affronter son destin. Ce qu'aucune d'elles ne savait, c'est que Marc, alerté par un appel paniqué de sa fille quelques minutes plus tôt, venait de quitter son poste en catastrophe et fonçait vers l'appartement. Déterminé à protéger les 2 jeunes femmes,
quelles qu'en soient les conséquences. Emma posa sa main sur la poignée de la porte, mais Léa l'arrêta d'un geste. « Attends » chuchota-t-elle. « On ne peut pas simplement te laisser repartir avec lui si ce que tu nous as dit est vrai. » Les coups à la porte redoublèrent d'intensité. « Police ! Dernière sommation avant que nous n'enfoncions la porte. » Emma secoua la tête, résignée. « Il n'y a rien que vous puissiez faire. Mon père obtiendra ce qu'il veut, comme toujours. » Léa sembla réfléchir intensément pendant quelques secondes. Puis son visage s'illumina. « Ton téléphone? Prends une photo de ton visage, de ton ecchymose. Envoie-la à mon numéro, ce sera une preuve. » Emma hésita. « Une preuve? Pourquoi faire? Porter plainte contre son père? » L'idée semblait absurde. Victor Marchand était pratiquement intouchable à Lyon, voire dans toute la France. « Dépêche-toi » insista Léa. Avec des doigts tremblants, Emma sortit son téléphone de son sac, prit rapidement un selfie montrant clairement l'ecchymose sur sa pommette et l'envoya au numéro que Léa lui indiquait. « Maintenant, efface-le de ton téléphone, mais pas de la corbeille. »« Mon père saura quoi en faire » dit Léa juste au moment où un craquement sonore indiquait que la patience des policiers avait atteint ses limites. La porte s'ouvrit violemment, révélant 2 officiers de police en uniforme, suivis d'un homme en costume et juste derrière lui, la silhouette imposante de Victor Marchand. Emma se figea à la vue de son père. Grand, élégant même dans sa colère, ses cheveux poivre et sel impeccablement coiffés, Victor Marchand dégageait une aura d'autorité qui semblait remplir l'espace confiné de l'appartement. Ses yeux, d'un gris acier identique à ceux de sa fille, se posèrent d'abord sur Emma, puis balayèrent rapidement le modeste logement avec un mépris non dissimulé. Emma. Sa voix était froide, contrôlée, mais Emma pouvait sentir la rage qui bouillonnait sous la surface. « Tu nous as causé beaucoup d'inquiétude. »« Monsieur » intervint l'homme en costume, visiblement un officier supérieur. « Nous avons retrouvé votre fille saine et sauve, comme vous le voyez. Y a-t-il autre chose que la police puisse faire pour vous ?» Victor sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Oui, commissaire. J'aimerais savoir qui est responsable de cet enlèvement. »« Enlèvement » s'exclama Léa, incapable de se contenir. « Personne ne l'a enlevée. Elle est venue ici d'elle-même, pour échapper à vous et à... vos coups. » Le regard glacial de Victor se posa sur Léa, qui frissonna malgré elle mais ne baissa pas les yeux. « Ma fille a toujours eu une imagination débordante, » dit-il avec un sourire condescendant adressé au commissaire, « et une tendance regrettable au mensonge quand les choses ne vont pas dans son sens. »« Ce n'est pas un mensonge, » protesta Emma, retrouvant enfin sa voix. « Tu m'as frappé. Tu veux me forcer à épouser Philippe Fournier alors que je ne l'aime pas, juste pour que tu puisses fusionner avec les hôtels Fournier. » Victor s'avança vers sa fille d'un pas menaçant, mais s'arrêta en prenant conscience de la présence des policiers. « Emma, chérie, » dit-il d'une voix doucereuse, « tu es bouleversée, je comprends. Le stress des préparatifs du mariage, des études. C'est normal d'avoir des doutes, de se sentir dépassé. Mais fuir n'est pas la solution. Rentrons à la maison et parlons-en calmement. » Emma sentit les larmes lui monter aux yeux. C'était toujours comme ça. Son père, si charmant, si raisonnable en public. Qui la croirait ? Qui prendrait sa parole contre celle de Victor Marchand, philanthrope, créateur d'emplois, pilier de la communauté lyonnaise ? « Je ne veux pas rentrer avec toi, » dit-elle, la voix tremblante mais déterminée. Le visage de Victor se durcit imperceptiblement. « Tu n'as pas le choix. Tu es encore mineure, Emma. 17 ans, c'est trop jeune pour prendre ce genre de décision. » Le commissaire s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise. « Monsieur Marchand a raison, mademoiselle. Légalement, vous êtes sous son autorité jusqu'à votre majorité. » Emma sentit son dernier espoir s'envoler. Bien sûr que la police prendrait le parti de son père. Tout le monde prenait toujours son parti. « Et vous ?» continua Victor en se tournant vers Léa. « Vous et votre père allez avoir de sérieux problèmes pour avoir hébergé une mineure en fugue sans prévenir les autorités. » Léa pâlit, mais garda la tête haute. « Nous avons aidé quelqu'un qui était en détresse. Ce n'est pas un crime. » Victor allait répliquer quand une nouvelle voix se fit entendre depuis le couloir. « Que se passe-t-il ici ?» Marc venait d'arriver, essoufflé d'avoir monté les escaliers 4 à 4. Son uniforme de chauffeur de bus était froissé, et son visage exprimait une inquiétude qui se transforma en confusion à la vue de la scène dans son appartement. « Papa !» s'écria Léa soulagée. Victor Marchand détailla Marc de la tête aux pieds, son dédain évident. « Ah, voici donc le responsable de cet enlèvement. Je vous demande pardon ?» Marc s'avança, perplexe. « De quel enlèvement parlez-vous » Le commissaire fit un pas en avant. « Monsieur Duval. »
Marc Duval. Monsieur Duval, monsieur Marchand, ici présent, affirme que sa fille Emma a été retenue contre son gré dans votre appartement. Marc cligna des yeux, abasourdi. C'est absurde. Emma est venue frapper à notre porte hier soir, sous la pluie. Elle était blessée. Il pointa du doigt l'ecchymose sur le visage d'Emma. Et terrifiée, nous lui avons simplement offert un abri pour la nuit. Victor balaya l'explication d'un geste impatient. Une histoire ridicule. Ma fille n'aurait jamais quitté notre demeure par un temps pareil pour venir dans ce taudis. Marc se raidit, piqué au vif par l'insulte, mais garda son calme. Votre fille peut confirmer ce que je dis, monsieur. Nous ne l'avons pas retenue. Au contraire, nous l'avons aidée. Tous les regards se tournèrent vers Emma qui se tenait là, fragile et pourtant déterminée, au milieu de ces adultes qui décidèrent de son sort. C'est vrai, dit-elle d'une voix claire. Marc et Léa m'ont aidé. Ils m'ont offert un refuge quand j'en avais besoin. Tu vois, répliqua Victor s'adressant au commissaire. Elle admet qu'ils l'ont cachée ici. Ce n'est pas ce qu'elle a dit, protesta Marc, de plus en plus irrité par l'arrogance de cet homme. Le commissaire semblait de plus en plus mal à l'aise, pris entre le puissant Victor Marchand et ce modeste chauffeur de bus qui, pourtant, ne semblait pas intimidé. « Écoutez, dit-il finalement, je crois qu'il y a eu un malentendu. Mademoiselle Marchand est visiblement saine et sauve. Monsieur Marchand, vous retrouvez votre fille. C'est l'essentiel, n'est-ce pas ?» Victor sourit, satisfait. « Bien sûr, commissaire. Je vous remercie pour votre aide précieuse. Emma, nous rentrons. » Il tendit la main vers sa fille, mais celle-ci recula d'un pas, se rapprochant instinctivement de Marc. « Je ne veux pas rentrer avec toi, » répéta-t-elle. « Tu vas me frapper à nouveau et me forcer à ce mariage. » Le visage de Victor se tordit en une grimace fugace avant de retrouver son masque de père inquiet. « Emma, voyons, tu racontes n'importe quoi. Jamais je ne t'ai frappé. » « Alors, comment expliquez-vous ça ?» intervint Marc en désignant la joue meurtrie d'Emma. Victor haussa les épaules avec une nonchalance étudiée. Les adolescents sont maladroits. Elle a dû se cogner quelque part en faisant du sport, ou peut-être même en s'enfuyant dans la précipitation. « C'est un mensonge !» s'écria Emma, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues. « Il m'a giflé si fort que je suis tombé contre son bureau, et ce n'est pas la première fois. » Le commissaire jeta un regard incertain à Victor, puis à Emma. Pour la première fois, un doute semblait s'installer dans son esprit. « Monsieur Marchand, ces accusations sont graves. » Victor éclata d'un rire froid. « Des accusations sans preuve, commissaire. La parole d'une adolescente rebelle contre celle d'un citoyen respecté. Voulez-vous vraiment poursuivre dans cette voie ?» Marc observa la scène avec un mélange de dégoût et de colère. Il connaissait ce genre d'hommes, ceux qui pensaient que leur argent et leur pouvoir les plaçaient au-dessus des lois, au-dessus de la morale commune. Des hommes comme celui qui lui avait pris sa femme. « Commissaire, dit-il calmement, si Emma affirme que son père l'a frappée, ne devriez-vous pas prendre sa déclaration au sérieux? N'est-ce pas votre devoir de protéger les victimes, quelle que soit l'identité de leur agresseur ?» Victor lança un regard meurtrier à Marc. « De quoi vous mêlez-vous? Vous n'êtes rien, personne. Un simple chauffeur de bus qui vit dans un appartement minable. Comment osez-vous interférer dans les affaires de ma famille ?» Marc ne se laissa pas démonter. « Je suis peut-être rien à vos yeux, monsieur Marchand, mais je sais reconnaître la peur dans les yeux d'une jeune fille. Et votre fille a peur de vous. Ça me suffit pour me mêler de cette affaire. » Un silence tendu s'installa dans la pièce. Les deux policiers en uniforme échangèrent des regards inconfortables. Le commissaire se passa une main sur le visage, visiblement tiraillé. « Emma, dit-il finalement, voudrais-tu porter plainte contre ton père pour violence ?» Avant qu'Emma ne puisse répondre, Victor intervint, sa voix maintenant glaciale. « Commissaire Leblanc, je vous rappelle que j'ai personnellement contribué à la rénovation du commissariat central l'année dernière. Je connais également très bien votre supérieur, le préfet Moreau. Je ne pense pas qu'il apprécierait d'apprendre que vous prenez au sérieux les divagations d'une adolescente perturbée. » La menace était à peine voilée et son effet fut immédiat. Le commissaire Leblanc pâlit visiblement, son regard vacillant entre Victor et Emma. « Je ne fais que suivre la procédure, monsieur Marchand. »« Bien sûr, » répondit Victor avec un sourire carnassier. « Et la procédure, dans ce cas, est de me remettre ma fille mineure sans plus tarder, n'est-ce pas ?» Le commissaire hésita encore un instant, puis baissa les yeux. « Emma est effectivement mineure, et légalement sous votre autorité. » Marc n'en croyait pas ses oreilles. Était-ce vraiment si simple ? Un homme pouvait-il vraiment acheter la justice à ce point ? « Vous ne pouvez pas faire ça !» s'exclama Léa, horrifiée. « Elle vous a dit qu'il la battait. »
Mademoiselle, répondit le commissaire d'un ton qui se voulait apaisant, sans preuves concrètes. Des preuves? Intervint soudain Marc. Vous voulez des preuves? Il sortit son téléphone de sa poche. Léa m'a appelé avant que vous n'arriviez. Elle m'a expliqué la situation et m'a envoyé une photo qu'Emma venait de prendre. Il tendit son téléphone au commissaire, montrant l'image que Léa avait transmise à son père. Emma, l'échymose fraîche et violacée sur sa pommette, les yeux rougis par les larmes. Cette blessure est récente, continua Marc. Elle correspond exactement à ce qu'Emma nous a raconté. Une gifle violente suivie d'une chute. Ce n'est pas une blessure qu'on se fait en faisant du sport ou en s'enfuyant. Le commissaire examina la photo, son malaise grandissant. Victor, lui, semblait sur le point d'exploser de rage. « Ça ne prouve rien !» siffla-t-il. « Elle aurait pu se faire ça n'importe comment. »« Vraiment ?» répliqua Marc. « Alors vous ne verrez pas d'inconvénient à ce qu'un médecin légiste examine Emma? Ils savent reconnaître les traces de coups, vous savez. Ils peuvent déterminer l'angle de l'impact, la force utilisée, l'objet qui a causé la blessure. » Victor serra les poings, sa façade de contrôle commençant à se fissurer. « Vous n'avez aucune idée de qui je suis, n'est-ce pas? Je pourrais vous détruire d'un coup de téléphone. Vous, votre fille, votre pathétique existence. »« Papa, » intervint doucement Emma, « arrête, s'il te plaît. » Quelque chose dans sa voix, une fatigue, une résignation, fit taire Victor. Pendant un instant, père et fille se regardèrent et une communication silencieuse sembla passer entre eux. « Tu ne peux pas gagner, » dit finalement Emma. « Pas cette fois. » Victor la fixa, incrédule. « Je gagne toujours, Emma. Tu le sais bien. »« Pas aujourd'hui, » répondit-elle avec une assurance nouvelle. « J'ai 17 ans, presque 18. Je peux demander mon émancipation. Je peux témoigner de tes abus. Et même si tu réussis à étouffer l'affaire ici, je recommencerai ailleurs. Encore et encore. Est-ce vraiment ce que tu veux? Un scandale public qui ternira ton précieux nom ?» Victor pâlit légèrement. S'il y avait une chose qu'il craignait plus que tout, c'était bien le scandale, la tache sur sa réputation soigneusement construite. « Tu ne ferais pas ça, dit-il. » Mais son ton manquait de conviction. « Je le ferai, » affirma Emma. « À moins que... »« À moins que quoi ?» demanda Victor, soudain méfiant. Emma prit une profonde inspiration. « À moins que tu n'annules ce mariage avec Philippe Fournier et que tu me laisses vivre ma vie comme je l'entends. Je ne dirai rien sur ce que tu m'as fait. Ta réputation restera intacte. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Tous observaient Victor, attendant sa réaction. L'homme d'affaires semblait calculer rapidement ses options, pesant les risques et les bénéfices, comme il l'avait fait des milliers de fois dans les salles de conseil d'administration. « Et où vivras-tu » demanda-t-il finalement. « De quoi vivras-tu » Emma n'avait pas pensé aussi loin. Elle ouvrit la bouche, puis la referma, soudain incertaine. « Elle peut rester ici » intervint Marc, surprenant tout le monde, y compris lui-même, jusqu'à ce qu'elle trouve une solution plus permanente. Léa hocha vigoureusement la tête, approuvant immédiatement l'idée de son père. Victor observa Marc avec un mélange de mépris et de curiosité. « Vous ne me connaissez pas. Vous ne connaissez pas ma fille. Pourquoi feriez-vous ça ?» Marc haussa les épaules. « Parce que c'est la chose juste à faire. » Victor émit un rire sans joie. « La chose juste, comme c'est touchant. » Il se tourna vers Emma. « Tu préférerais vraiment vivre dans cet endroit plutôt que dans notre villa? Renoncer à ton héritage, à ton style de vie, à tout ce que je t'ai offert ?» Emma regarda autour d'elle, observant le petit appartement avec ses meubles simples, ses murs aux peintures défraîchies, ses photos de famille accrochées avec soin. Puis elle regarda Marc et Léa, ces étrangers qu'il avait accueillis sans rien demander en retour, qui avaient pris son parti contre l'homme le plus puissant qu'ils aient jamais rencontré. « Oui, » dit-elle simplement, « je préfère la liberté à une cage dorée. » Victor la fixa pendant ce qui sembla une éternité, son visage impénétrable. Puis, sans un mot, il sortit son téléphone et composa un numéro. « Philippe, c'est Victor. Je dois t'annoncer une mauvaise nouvelle. Le mariage est annulé. » Il écouta un moment, puis reprit. « Non, ce n'est pas négociable. Nous discuterons des détails de notre partenariat commercial plus tard. » Il raccrocha et se tourna vers Emma. « Voilà. Satisfaite ?» Emma n'en croyait pas ses oreilles. Avait-elle vraiment gagné? Était-ce possible? « Tu devras signer un accord, » continua Victor, son ton redevenu celui de l'homme d'affaires pragmatique. « Tu renonces à contester mon autorité parentale jusqu'à ta majorité, mais tu pourras vivre où bon te semble.
Tu recevras une allocation mensuelle, modeste, ne t'attends pas à des folies. Et une fois majeur, tu auras accès aux fonds que ta mère a mis à ton nom. Pas un centime de plus. Emma hocha lentement la tête, réalisant qu'elle venait de négocier et de gagner son premier contrat face à son père. « J'accepte », dit-elle. Victor se tourna vers le commissaire Leblanc, qui avait assisté à toute la scène en spectateur impuissant. « Je crois que nous en avons terminé ici, commissaire. Il s'agissait, comme je le disais, d'un simple malentendu familial. » Le commissaire acquiesça, visiblement soulagé de ne pas avoir à choisir un camp dans cette bataille entre puissants. « Dans ce cas, nous allons nous retirer, » dit-il en faisant signe aux 2 policiers en uniforme. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Victor s'arrêta devant Marc, le toisant de toute sa hauteur. « Je n'oublie pas ce que vous avez fait aujourd'hui, monsieur Duval, » dit-il d'une voix basse que seul Marc pouvait entendre. « Personne ne se met en travers de ma route sans en payer le prix, tôt ou tard. » Marc soutint son regard sans ciller. « Je n'ai fait que protéger une jeune fille en détresse, monsieur Marchand. Je recommencerai sans hésiter. » Un sourire froid étira les lèvres de Victor. « Nous verrons, » dit-il, avant de se tourner vers Emma. « Je t'enverrai les papiers à signer demain. Ne me fais pas regretter ma décision. » Sur ces mots, il quitta l'appartement suivi des policiers, laissant derrière lui un silence lourd de questions et d'incertitudes. Dès que la porte se referma, Emma s'effondra sur une chaise, tremblante, comme si toute l'adrénaline qui l'avait soutenue jusque-là s'était soudain évaporée. « Je n'arrive pas à croire que ça ait marché, » murmura-t-elle. Marc s'approcha et posa une main réconfortante sur son épaule. « Tu as été très courageuse. Vous vous rendez compte de ce que vous venez de faire ?» demanda Emma en levant les yeux vers lui. « Vous venez de défier Victor Marchand. Personne ne fait ça. » Marc sourit, bien qu'une ombre d'inquiétude traversât son regard. « Je n'ai fait que ce qui était juste, et maintenant il faut penser à la suite. Si tu veux vraiment rester ici, vous le pensiez vraiment ?» demanda Emma, surprise. « Ce n'était pas juste pour convaincre mon père ?»« Bien sûr qu'il le pensait, » intervint Léa avec enthousiasme. « N'est-ce pas, papa ?» Marc acquiesça. « Tu peux rester aussi longtemps que tu en auras besoin, Emma. Ce ne sera pas le luxe auquel tu es habituée, mais c'est parfait, » l'interrompit Emma, les larmes aux yeux. « C'est plus que je n'aurais jamais osé espérer. » Pour la première fois depuis des années, depuis la mort de sa mère, Emma sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Une sensation qu'elle avait presque oubliée, l'espoir. L'espoir d'une vie différente, d'une vie où elle pourrait faire ses propres choix, suivre ses propres rêves. Ce qu'aucun d'eux ne pouvait imaginer à ce moment-là, c'est que cette journée extraordinaire n'était que le début d'une histoire encore plus incroyable. Une histoire où les vies de Marc, le modeste chauffeur de bus, et de Victor, le puissant magnate, allèrent continuer à s'entremêler de la façon la plus inattendue qui soit. Car Victor Marchand n'était pas homme à oublier une défaite, même mineure. Et sa vengeance, quand elle viendrait, prendrait une forme que personne n'aurait pu prévoir. 3 jours s'étaient écoulés depuis la confrontation dans l'appartement des Duval. 3 jours pendant lesquels Emma avait commencé à s'adapter à sa nouvelle vie, si différente de celle qu'elle avait toujours connue. Le petit appartement, qu'elle avait d'abord trouvé exigu, lui apparaissait maintenant comme un cocon chaleureux. Les repas simples mais faits maison que Marc préparait lui semblaient plus savoureux que la cuisine raffinée des chefs étoilés employés par son père. Et surtout, l'atmosphère détendue, les rires spontanés, les discussions animées autour de la table, tout cela était pour elle une révélation. « Tu n'as jamais mangé de pizza surgelée ?» s'était exclamée Léa, incrédule, le premier soir. « Mais qu'est-ce que vous mangiez chez toi ?» Emma avait rougi, gênée. « Des choses préparées par le chef. Des plats gastronomiques, je suppose. Tous les soirs ?» avait demandé Marc, amusé. Sauf quand mon père recevait. Là, c'était encore plus élaboré. Léa avait secoué la tête, fascinée par ce aperçu d'un monde qui lui semblait sortir d'un film. « Et tu n'as jamais, genre, commandé un kebab à 3 heures du matin après une soirée ?» Emma avait éclaté de rire. « Je n'ai jamais été à une soirée qui ne soit pas organisée par mon père. Et il n'y avait certainement pas de kebab. » Dans la vie simple des Duval, était pour Emma comme une fenêtre ouverte sur un monde qu'elle n'avait jamais soupçonné. Un monde où les gens vivaient selon leurs propres règles, sans l'ombre oppressante des attentes et des obligations sociales. Ce matin-là, alors que Marc était parti travailler et que Léa était au lycée, Emma se retrouva seule dans l'appartement pour la première fois. Assise à la table de la cuisine, elle contemplait la tasse de café devant elle, perdue dans ses pensées. Son téléphone vibra, la faisant sursauter. Un message de son père, le premier depuis leur confrontation.
Les documents sont prêts. Mon avocat passera les déposer cet après-midi. Signe-les et tout se passera comme convenu. Emma reposa le téléphone, un frisson parcourant son échine. Malgré sa victoire apparente, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une appréhension. Son père n'abandonnait jamais si facilement. Que préparait-il? Le bruit d'une clé dans la serrure la tira de ses réflexions. Marc entra, encore vêtu de son uniforme de chauffeur. « Tu n'es pas au travail ?» demanda Emma surprise. Marc secoua la tête, son expression grave. « J'ai été convoqué par la direction ce matin. Je suis suspendu jusqu'à nouvel ordre. »« Quoi? Mais pourquoi ?» Marc jeta son trousseau de clés sur la table avec un soupir fatigué. Apparemment, des irrégularités ont été découvertes dans mes horaires de travail du mois dernier. Rien de précis, juste des accusations vagues qu'ils doivent investiguer. Emma sentit son sang se glacer. « C'est mon père, n'est-ce pas? Il a fait pression sur ton employeur. » Marc haussa les épaules, tentant de paraître désinvolte malgré l'inquiétude évidente dans ses yeux. « Peut-être, ou peut-être est-ce juste une coïncidence. Tu n'y crois pas plus que moi, » dit doucement Emma. « Je suis tellement désolé, Marc. C'est ma faute. » Marc s'assit en face d'elle, secouant fermement la tête. « Non, Emma, ne pense jamais ça. Les actions de ton père sont les siennes, pas les tiennes. Tu n'es pas responsable de ce qu'il fait. Mais si je n'étais pas venu ici, alors tu serais toujours sous son emprise, peut-être même marié contre ton gré dans quelques semaines. » Marc posa sa main sur celle d'Emma. « Nous trouverons une solution. Ce n'est pas la première fois que je traverse une période difficile, et ce ne sera pas la dernière. » Emma hocha la tête, touchée par la force tranquille de cet homme qui, en l'espace de quelques jours, était devenu plus un père pour elle que Victor ne l'avait jamais été. « Mon père envoie son avocat cet après-midi, » dit-elle. « Avec les documents dont il a parlé. » Marc fronça les sourcils. « Tu veux que je sois là quand il viendra? S'il te plaît, je ne lui fais pas confiance. »« Bien sûr, je ne bougerai pas d'ici. » Ils attendirent ensemble, parlant peu, chacun perdu dans ses pensées. À 15 heures précises, on frappa à la porte. Marc alla ouvrir, révélant un homme d'une cinquantaine d'années, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure, une mallette en cuir à la main. « Maître Berger » le salua Emma, reconnaissant l'avocat personnel de son père. « Mademoiselle Marchand » répondit-il avec un hochement de tête poli. « Monsieur Duval, je présume ?» Marc acquiesça, s'écartant pour laisser entrer l'homme de loi. Maître Berger s'installa à la table de la cuisine, sans attendre, d'invitation, ouvrit sa mallette et en sortit un dossier épais. « Voici les documents préparés par votre père, mademoiselle. Comme convenu, il stipule que vous renoncez à contester son autorité parentale jusqu'à votre majorité, en échange de quoi vous êtes libre de résider où bon vous semble. Une allocation mensuelle de 5 000 € vous sera versée et vous aurez plein accès aux fonds établis par votre défunte mère dès votre 18e anniversaire. » Emma prit les documents et commença à les parcourir, mais les termes juridiques complexes lui donnèrent rapidement le tournis. « Puis-je » demanda Marc en tendant la main. Emma lui passa les papiers, reconnaissante. Marc les examina avec attention, tournant lentement les pages, son front se plissant de plus en plus à mesure qu'il lisait. « Il y a un problème avec ces documents, » dit-il finalement. Maître Berger haussa un sourcil hautain. « Je vous demande pardon. Cette clause, ici. » Marc pointa un paragraphe. Elle stipule qu'Emma renonce non seulement à contester l'autorité parentale de son père, mais aussi à toute réclamation future concernant des événements passés. C'est beaucoup trop vague. Cela pourrait inclure les violences qu'elle a subies. L'avocat eut un sourire condescendant. « Monsieur Duval, avec tout le respect que je vous dois, êtes-vous juriste ?»« Non, » admit Marc. « Mais j'ai eu ma part d'expérience avec les contrats abusifs, et celui-ci en a toutes les caractéristiques. Ce sont des termes standards dans ce type d'accord, » insista Maître Berger. « Rien d'inhabituel. Peut-être pour les milliardaires qui veulent acheter le silence de leurs victimes, » répliqua Marc, son ton devenant plus dur. « Mais pas pour un père qui veut sincèrement le bien de sa fille. » L'avocat se tourna vers Emma. « Mademoiselle Marchand, votre père a été très clair. Soit vous signez ces documents tels quels, soit l'accord est annulé. » Emma regarda Marc, puis l'avocat, déchiré. D'un côté, ces papiers lui offraient la liberté qu'elle avait tant désirée. De l'autre, signer revenait à absoudre son père de tout ce qu'il lui avait fait subir. « Il y a autre chose, » continua Marc, tournant une autre page. « Cette clause concernant l'absence de divulgation publique. Elle vous interdit pratiquement de jamais parler de votre père ou de votre relation avec lui à qui que ce soit. » Maître Berger soupira,
visiblement agacé. Monsieur Marchand est un homme public. Sa réputation est un actif précieux. Sa réputation, répéta Marc avec amertume. Bien sûr, plus précieuse que le bien-être de sa propre fille. Emma prit soudain les documents des mains de Marc et les posa devant elle. « Je vais les signer, déclara-t-elle. « Emma, tu n'es pas obligée, protesta Marc. Nous pouvons trouver une autre solution, consulter un avocat indépendant. Non, l'interrompit-elle doucement. Je comprends ce que je fais, Marc. Je comprends à quoi je renonce. Mais c'est le prix de ma liberté et je suis prête à le payer. » Elle prit le stylo que lui tendait Maître Berger et d'une main étonnamment ferme, signa chaque page des documents. « Excellent, dit l'avocat en récupérant le dossier. Votre père sera satisfait. Un virement initial a déjà été effectué sur votre compte personnel, mademoiselle. Les virements mensuels suivront automatiquement. » Il se leva, rangea les documents dans sa mallette et s'apprêtait à partir quand Emma l'arrêta d'une question. « Maître Berger, vous travaillez pour mon père depuis plus de 20 ans. Vous l'avez vu. Vous l'avez vu changer après la mort de ma mère. Vous savez quel homme il est devenu. Comment pouvez-vous continuer à le servir ?» L'avocat la regarda longuement, et pour un bref instant, Emma crut voir un éclair de compassion dans ses yeux. « Votre père est un homme complexe, mademoiselle Marchand, dit-il finalement. Nous avons tous nos démons. Certains les combattent, d'autres y succombent. » Il marqua une pause. « Je vous souhaite sincèrement de trouver la paix que vous cherchez. » Sur ces mots, il quitta l'appartement, laissant Marc et Emma dans un silence pensif. « Tu es sûr de ta décision ?» demanda finalement Marc. Emma hocha la tête. « Oui. Ces documents, ils ne changent rien à la vérité. Ils ne l'effacent pas. Ils achètent juste le silence, pas l'oubli. » Marc sourit, admiratif devant la maturité de cette jeune femme qui, en l'espace de quelques jours, avait montré plus de courage et de détermination que bien des adultes qu'il connaissait. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Emma. « Maintenant, » répondit Marc en se levant, « on continue à vivre. Je vais chercher un autre emploi pendant que cette histoire de suspension se règle. Toi, tu devrais peut-être penser à reprendre tes études ou à trouver quelque chose qui te passionne. » Emma sourit à son tour. Les études, la passion, des concepts presque étrangers dans sa vie d'avant, entièrement dictés par les ambitions de son père. « Tu sais, dit-elle pensivement, j'ai toujours voulu étudier l'art, la peinture plus précisément. Mon père trouvait ça inutile, bien sûr. Alors c'est décidé, déclara Marc avec enthousiasme. Dès demain, nous nous renseignons sur les écoles d'art de Lyon. Et pendant que nous y sommes, je vais t'emmener visiter les musées. La ville en a de magnifiques. » L'excitation d'Emma était palpable, comme celle d'un oiseau découvrant qu'il peut voler après avoir passé sa vie en cage. Mais au fond d'elle, une petite voix inquiète persistait. Son père avait signé ses papiers trop facilement. Il avait renoncé trop vite. Ce n'était pas son style. Ce qu'elle ignorait, c'est que pendant qu'elle imaginait son nouvel avenir avec espoir, Victor Marchand était assis dans son bureau de la villa familiale, un verre de scotch à la main, contemplant une vieille photo. Une femme, aux longs cheveux bruns et aux yeux gris, tenant dans ses bras une petite fille qui lui ressemblait trait pour trait. La femme dont Marc avait brièvement été amoureux 20 ans plus tôt, avant qu'elle ne choisisse la sécurité et la richesse qu'offrait Victor Marchand. La femme qui, des années plus tard, était devenue la mère d'Emma. Un sourire froid se dessina sur le visage de Victor alors qu'il reposait la photo. Sa vengeance contre Marc Duval serait bien plus élaborée que de simples pressions professionnelles. Elle serait personnelle, dévastatrice. Et elle commencerait par une révélation qui changerait à jamais la vie d'Emma et de Marc, car dans le monde de Victor Marchand, la défaite n'était jamais une option. Et la vengeance était un plat qui se savourait lentement, méthodiquement, jusqu'à la dernière bouchée amère. Les semaines suivantes s'écoulèrent dans une routine à la fois étrange et réconfortante pour Emma. Pour la première fois de sa vie, elle expérimentait ce qu'était une existence normale, loin des obligations mondaines, des apparences à maintenir et des attentes écrasantes. Chaque matin, elle se réveillait dans la petite chambre que Léa avait accepté de partager avec elle. Les deux jeunes femmes s'étaient rapidement liées d'une amitié sincère. Léa fascinée par les récits d'Emma sur son ancienne vie, Emma émerveillée par la simplicité et l'authenticité de celle de Léa. « Attends, tu n'as jamais fait la vaisselle avant de venir ici ?» avait demandé Léa, incrédule, lors de leur 3e jour de cohabitation. Emma avait rougi, embarrassée. « Nous avions du personnel pour ça. »« Du personnel !» avait répété Léa en secouant la tête. « Comme dans Downton Abbey ?»« En moins nombreux ?» avait ri Emma. « Juste une gouvernante, une cuisinière et un majordome. Et le chauffeur, bien sûr. »
Léa avait sifflé d'admiration. Et maintenant, tu vis avec nous et tu apprends à faire la vaisselle. C'est comme l'anti-Cendrillon. Cette remarque avait fait rire Emma aux éclats. L'anti-Cendrillon. C'était exactement ce qu'elle était. Une princesse qui avait choisi de quitter son château pour vivre parmi les gens ordinaires. Mais la situation n'était pas aussi idyllique qu'elle aurait pu l'être. Marc était toujours suspendu de son travail. Et malgré ses recherches actives, il n'avait pas encore trouvé de nouvel emploi. Emma avait proposé d'utiliser son allocation pour contribuer aux dépenses du foyer. Une offre que Marc avait d'abord fermement refusée avant de finalement accepter à contre-cœur une participation modeste. Ce n'est que temporaire, avait-il insisté. Dès que cette histoire sera réglée ou que j'aurai trouvé un autre poste, je sais, l'avait rassuré Emma. Considère ça comme un loyer, si ça te fait te sentir mieux. Ce matin-là, 1 mois après son arrivée chez les Duval, Emma était assise à la table de la cuisine, feuilletant une brochure de l'école des beaux-arts de Lyon. Elle s'était inscrite à des cours du soir, préférant ne pas s'aventurer tout de suite dans un cursus complet. La peinture, passion qu'elle avait dû refouler pendant des années, redevenait enfin une part importante de sa vie. Marc entra dans la cuisine, le visage grave. Emma leva les yeux de sa brochure, immédiatement inquiète. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle. Marc s'assit en face d'elle, posant sur la table une enveloppe officielle. « J'ai reçu une lettre de la compagnie de transport. Ma suspension est transformée en licenciement pour faute grave. »« Quoi? Mais c'est ridicule. »« Quelle faute ?»« Apparemment, j'aurais falsifié mes feuilles de présence et mes rapports d'incident. » Marc secoua la tête, incrédule. Des accusations totalement fabriquées, mais ils prétendent avoir des preuves. Emma sentit la culpabilité l'envahir. « C'est mon père. Il continue de te punir pour m'avoir aidé. »« Probablement, » admit Marc. « Mais ce n'est pas ta faute, Emma. C'est lui le problème, pas toi. Qu'est-ce qu'on va faire ?» Marc haussa les épaules, tentant de paraître plus confiant qu'il ne l'était. « Je vais contester le licenciement, bien sûr, et continuer à chercher un autre emploi entre-temps. » Emma hocha la tête, pensive. Elle connaissait son père. S'il avait décidé de s'en prendre à Marc, il ne s'arrêterait pas là. Il s'assurerait que Marc ne trouve pas d'emploi ailleurs dans le secteur des transports, peut-être même dans toute la région lyonnaise. « Je pourrais lui parler, » suggéra-t-elle. « Lui demander d'arrêter ça. »« Non, » répondit fermement Marc. « C'est exactement ce qu'il veut. Te voir ramper vers lui, implorer sa clémence. Nous ne lui donnerons pas cette satisfaction. » Emma admira la détermination de Marc, mais elle ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. Les économies de la famille n'étaient pas infinies, et l'allocation que lui versait son père, bien que généreuse pour une étudiante, ne suffirait pas à faire vivre 3 personnes très longtemps. « J'ai une idée, » dit-elle soudain. « Le fonds que ma mère a mis à mon nom, celui dont je pourrais disposer à mes 18 ans. Si je pouvais y accéder plus tôt. »« Emma, » l'interrompit doucement Marc, « c'est ton argent, ton avenir. Tu ne dois pas le sacrifier pour nous. »« Mais c'est à cause de moi que vous êtes dans cette situation. Non, c'est à cause de ton père, et nous nous en sortirons. Je te le promets. » Emma voulut protester davantage, mais la porte d'entrée s'ouvrit, révélant Léa qui rentrait du lycée, le visage inhabituellement sombre. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda immédiatement Marc, son instinct paternel en alerte. Léa jeta son sac à dos sur une chaise et s'effondra sur une autre, visiblement bouleversée. « Le proviseur m'a convoqué aujourd'hui. Apparemment, ma bourse d'études a été réexaminée et annulée. Quelque chose à propos d'une erreur administrative dans notre dossier. » Marc pâlit. « Quoi? Mais c'est impossible, nous remplissons tous les critères. » « Plus maintenant, selon eux. » Léa sortit une lettre de sa poche et la tendit à son père. « Ils disent que notre situation financière a changé et que nous ne sommes plus éligibles. » Marc parcourut la lettre, son visage se décomposant à mesure qu'il lisait. « Ils mentionnent ici une source substantielle de revenus non déclarés. Qu'est-ce que ça peut bien être ?» Emma et Léa échangèrent un regard, comprenant simultanément. « Mon allocation, » murmura Emma. « Mon père a dû informer l'administration que je vis ici et que je contribue financièrement au foyer. Mais c'est complètement tordu, » s'exclama Léa. « Ton argent n'est pas un revenu de notre famille. Pour l'administration, si une personne sous notre toit contribue aux dépenses, cela peut être considéré comme un revenu du foyer, » expliqua Marc, abattu. « Surtout si cette personne n'a pas de statut officiel comme locataire avec un bail. » Un silence lourd s'abattit sur la cuisine. En l'espace d'1 mois, Victor Marchand avait méthodiquement détruit les piliers financiers de la famille Duval. D'abord l'emploi de Marc,
Maintenant la bourse d'études de Léa. Qu'est-ce qui viendrait ensuite? Je vais partir, déclara soudain Emma. Quoi? Non, protestèrent Marc et Léa à l'unisson. C'est la seule solution, insista Emma. Tant que je serai ici, mon père continuera de vous faire du mal. Il ne s'arrêtera pas. Et où irais-tu? Demanda Marc. Retourner chez lui n'est pas une option. Nous le savons tous. Emma secoua la tête. Pas chez lui. J'ai un peu d'argent, je pourrais me débrouiller. Trouver un petit studio? Avec ton allocation, dans un quartier sûr? Impossible, intervint Léa. Et si tu prends un job étudiant, tu n'auras plus de temps pour tes cours d'art. Emma se sentit prise au piège. Si elle restait, les Duval continueraient de souffrir à cause d'elle. Si elle partait, elle se retrouverait vulnérable, peut-être même forcée de retourner chez son père, faute de mieux. Il doit y avoir une autre solution, dit Marc, refusant de céder au désespoir. Quelque chose que nous n'avons pas encore envisagé. À cet instant, le téléphone d'Emma vibra. Un message de son père. « Comment se passe ta nouvelle vie? J'espère que tes amis Duval ne rencontrent pas trop de difficultés. Ce serait dommage, n'est-ce pas? Dîner dimanche à la villa? Nous avons à parler. » Emma montra le message à Marc et Léa, le cœur serré. « Il joue avec nous, comme un chat avec des souris. Tu ne vas pas y aller, n'est-ce pas? » demanda Léa, inquiète. Emma hésita. « Peut-être que je devrais. Peut-être que je pourrais le convaincre d'arrêter. Ou peut-être qu'il essaiera de te piéger pour te garder là-bas, » répliqua Léa. Marc observait Emma, pensif. « Si tu y vas, je t'accompagne. »« Quoi? Non, c'est trop dangereux. Je ne te laisserai pas affronter cet homme seul, Emma, pas après tout ce qu'il a fait. » Emma voulut protester, mais l'expression déterminée de Marc lui fit comprendre que sa décision était prise. Elle acquiesça lentement, un mélange de gratitude et d'appréhension l'envahissant. « D'accord, nous irons ensemble dimanche. » La villa des Marchands se dressait majestueusement sur les hauteurs de la Croix-Rousse, dominant la ville de Lyon. Un domaine de plusieurs hectares, protégé par de hauts murs et un système de sécurité digne d'une ambassade. Le taxi déposa Marc et Emma devant le portail monumental, où un gardien les attendait déjà. « Mademoiselle Marchand » salua-t-il avec une inclinaison de tête. « Monsieur Duval, Monsieur Marchand vous attend dans le grand salon. » Emma jeta un regard nerveux à Marc, qui lui offrit un sourire rassurant. Ensemble, ils suivirent le gardien à travers les jardins impeccablement entretenus, jusqu'à l'imposante demeure de style néoclassique. Pour Marc, qui n'avait jamais mis les pieds dans un tel lieu, la villa était à la fois impressionnante et intimidante. Les hauts plafonds ornés de moulures, les œuvres d'art qui valaient probablement chacune plus que tout ce qu'il possédait, les meubles d'époque disposés avec un goût impeccable, tout criait richesse et pouvoir. « C'est ici que tu as grandi ?» murmura-t-il à Emma alors qu'il traversait un vestibule monumental. « Oui », répondit-elle simplement. « Belle prison dorée, n'est-ce pas ?» Ils furent conduits jusqu'à une double porte en bois précieux que le gardien ouvrit pour eux avant de se retirer discrètement. Le grand salon s'étendait devant eux, vaste espace baigné de lumière, grâce à d'immenses fenêtres donnant sur les jardins. Victor Marchand se tenait debout près d'une cheminée en marbre, un verre de vin à la main. « Emma, ma chérie » dit-il en s'avançant pour l'embrasser sur les deux joues, comme si rien ne s'était passé entre eux. Puis il se tourna vers Marc, son sourire se figeant légèrement. « Monsieur Duval, quelle surprise !»« J'ai invité Marc à m'accompagner » déclara fermement Emma. « J'espère que ça ne pose pas de problème. » Victor fit un geste vague de la main. « Bien sûr que non, plus on est de fous, plus on rit, n'est-ce pas ?» Il désigna un canapé. « Asseyez-vous, je vous en prie. Un verre de vin ?»« Non, merci, » répondit Marc, restant sur ses gardes. « Emma ?» proposa Victor. « Non plus. » Victor haussa les épaules et prit place dans un fauteuil face à eux. « Comme vous voudrez. » Un silence inconfortable s'installa que Victor semblait savourer, observant ses invités avec l'air amusé d'un prédateur jouant avec ses proies. « Alors, » dit-il finalement, « comment se passe cette expérience de vie ordinaire, Emma? Tout ce dont tu as toujours rêvé. » Emma se raidit. « Je suis heureuse, oui. »« Vraiment? Même en sachant le prix que tes hôtes paient pour ton bonheur ?» Emma baissa les yeux, la culpabilité l'envahissant à nouveau. « C'est pour ça que nous sommes ici, » intervint Marc, « pour vous demander d'arrêter ces représailles mesquines. » Victor rit doucement. « Mesquines? Moi? Je ne vois pas de quoi vous parlez, monsieur Duval. Nous savons que c'est vous qui avez fait pression pour mon licenciement et pour l'annulation de la bourse de Léa, » dit Marc, sa voix calme mais ferme. « Ce genre de manœuvre est peut-être monnaie courante dans votre monde, mais dans le nôtre, c'est ce qu'on appelle du harcèlement. »
Victor prit une gorgée de vin nullement décontenancé. Des accusations bien graves, sans aucune preuve pour les étayer. Peut-être avez-vous simplement eu de la malchance. Assez de jeu, père, intervint Emma, retrouvant son courage. Que veux-tu? Pourquoi nous as-tu invités? Victor posa son verre et se pencha en avant, son visage perdant soudain toute trace d'amusement. Ce que je veux, c'est simple. Je veux que tu comprennes exactement qui est l'homme que tu as choisi comme protecteur. Emma fronça les sourcils, confuse. Marc est un homme bien. Il m'a aidé quand personne d'autre ne l'aurait fait. Oh, j'en suis certain, répondit Victor avec un sourire étrange. Marc Duval a toujours eu un faible pour les femmes de la famille Marchand, n'est-ce pas, Marc? Marc se figea, décontenancé par cette remarque inattendue. Je ne comprends pas ce que vous insinuez. Victor se leva et se dirigea vers un secrétaire ancien dans un coin de la pièce. Il en sortit un dossier qu'il posa sur la table basse devant eux. Emma, connais-tu vraiment l'homme avec qui tu vis depuis un mois? T'a-t-il parlé de son passé, de ses relations? Emma jeta un regard inquiet à Marc, dont le visage avait soudain pâli. De quoi parles-tu? Victor ouvrit le dossier, révélant une photo que Marc n'avait pas vue depuis près de 20 ans. Lui-même, beaucoup plus jeune, avec une belle jeune femme, aux longs cheveux bruns et aux yeux gris, des yeux identiques à ceux d'Emma. « Maman » murmura Emma choquée. « Élise et Marc étaient très proches avant qu'elle ne me rencontre, » expliqua Victor, savourant visiblement l'effet de sa révélation. « N'est-ce pas, Marc ?» Marc fixait la photo, submergé par des souvenirs qu'il avait enfouis pendant des années. Élise Verneuil, son premier véritable amour, la femme qu'il avait quittée pour Victor Marchand et sa fortune. « C'est vrai, » admit-il finalement. « J'ai connu ta mère, Emma. Nous étions ensemble, brièvement. » Emma le regardait, abasourdie. « Tu connaissais ma mère et tu ne m'as rien dit? Je ne savais pas qui tu étais quand tu as frappé à notre porte, » se défendit Marc. « Et quand j'ai appris ton nom de famille, je n'étais pas sûr, je ne savais pas qu'Élise avait eu une fille. »« Oh, elle en a eu une, en effet, » intervint Victor, son ton devenant glacial. « 9 mois presque jour pour jour après vous avoir quitté, Marc. » Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Emma regardait alternativement Marc et son père, essayant de comprendre les implications de cette révélation. « Qu'est-ce que tu insinues » demanda-t-elle finalement à Victor. « Je n'insinue rien, ma chérie. Je constate simplement des faits. » Victor se tourna vers Marc. « Votre histoire avec Élise s'est terminée en janvier 2008. Emma est née en octobre 2008. La chronologie est intéressante, n'est-ce pas ?» Marc secouait la tête, incrédule. « C'est impossible. Élise et moi, nous nous étions séparés bien avant sa conception. » « Vraiment ?» Victor sortit un autre document du dossier, un test de paternité. « J'ai toujours eu des doutes, voyez-vous. Élise était, disons, réticente à me parler de sa grossesse. Alors j'ai fait faire des tests, en secret bien sûr. » Emma prit le document d'une main tremblante. Les termes médicaux et les pourcentages dansaient devant ses yeux, mais la conclusion était claire. Victor Marchand n'était pas son père biologique. « Ce n'est pas possible, » balbutia-t-elle. « Oh, mais si !» répondit Victor, son ton presque jubilant. « J'ai élevé la fille d'un autre homme pendant 17 ans. La fille de l'homme que ma femme aimait vraiment. » Il se tourna vers Marc. « J'ai toujours su qu'elle ne m'avait jamais vraiment aimé, vous savez. Elle a choisi la sécurité, la richesse, mais son cœur est resté avec vous. » Marc était pétrifié, incapable de détacher son regard d'Emma. Maintenant qu'il y pensait, la ressemblance était frappante, pas tant avec lui qu'avec sa propre mère, les mêmes pommettes hautes, la même forme de visage. Comment avait-il pu ne pas le voir? « Si tu savais que je n'étais pas ta fille, » demanda Emma à Victor, la voix tremblante. « Pourquoi m'avoir gardé? Pourquoi ne pas avoir divorcé d'Élise ?» Victor eut un rire sans joie. Le divorce aurait été un scandale. Et puis j'aimais Élise malgré tout. Quant à toi, mais bien, tu étais une partie d'elle, la seule qui me restait après sa mort. Alors pourquoi me révéler ça maintenant? Emma se leva, furieuse et bouleversée. Pour me blesser? Pour me punir d'être partie? Pour que tu saches la vérité, répondit simplement Victor. Pour que tu comprennes que ton précieux Marc Duval n'est pas le saint que tu crois. Il t'a menti par omission, tout comme ta mère m'a menti pendant des années. Emma se tourna vers Marc, qui semblait toujours sous le choc. « Est-ce que tu savais? Est-ce que tu te doutais que je pouvais être... » « Non, » répondit-il fermement, retrouvant enfin sa voix. « Emma, je te jure que je n'en avais aucune idée. Si j'avais su que tu étais... que tu pouvais être ma fille, je... » « Tu quoi ?» le défia Victor.
Tu serais venu la chercher? Tu aurais affronté l'un des hommes les plus puissants de France pour réclamer tes droits paternels. Avec quel argent? Quels avocats? Marc se leva à son tour, les poings serrés. J'aurais trouvé un moyen. Pour elle, j'aurais trouvé. Victor sourit, satisfait de la réaction qu'il avait provoquée. Peu importe maintenant. La vérité est là, exposée au grand jour. Emma n'est pas une marchand. Elle n'a aucun droit sur ma fortune, mon nom, mon héritage. Emma vacilla, s'appuyant au dossier du canapé pour ne pas tomber. Toute sa vie, son identité même, venait de voler en éclats. Elle n'était pas celle qu'elle avait toujours cru être. Les documents que tu as signés, continua Victor, implacable, sont désormais caducs. Tu n'es pas ma fille. Tu n'as droit à aucune allocation, à aucun fonds. Même celui qu'Élise a établi pour toi, il était conditionné au fait que tu sois une marchand. Tu ne peux pas faire ça, protesta Marc. Ces fonds viennent d'Élise, pas de vous. Consultez donc un avocat si vous en avez les moyens, répliqua Victor avec un geste dédaigneux. Vous découvrirez que légalement je suis parfaitement dans mon droit. Emma n'est peut-être pas ma fille biologique, mais sur son acte de naissance, c'est mon nom qui figure, pour l'instant. Emma releva la tête, soudain méfiante. Que veux-tu dire, pour l'instant? Victor haussa les épaules avec une nonchalance étudiée. Je pourrais, bien sûr, contester ma paternité légale, ce qui laisserait Emma sans identité officielle, sans père reconnu, sans ressources, à moins que Marc ne reconnaisse sa paternité, compléta Emma, comprenant enfin le jeu pervers de Victor. Exactement. Mais pour cela, il faudrait des tests ADN officiels, des procédures judiciaires, des démarches longues et coûteuses. Victor fixa Marc avec un sourire glacial. Êtes-vous prêt à assumer cette responsabilité, Marc? À vous battre pour cette jeune femme que vous connaissez à peine, mais qui pourrait être votre fille? Marc regarda Emma, dont le visage reflétait une vulnérabilité qu'il n'avait jamais vue auparavant. En l'espace d'une conversation, elle avait tout perdu, son identité, sa sécurité financière, ses certitudes. « Oui, dit-il sans hésitation, si Emma est ma fille, je ferai tout ce qui est nécessaire pour le prouver légalement. » Victor hocha la tête comme s'il s'attendait à cette réponse. Très noble, mais avez-vous pensé aux conséquences, à ce que cela signifierait pour votre précieuse Léa, une demi-sœur surgissant du passé, réclamant l'attention de son père, sans parler des difficultés financières qui vous attendent tous? Marc ne répondit pas, mais la détermination dans son regard ne faiblit pas. « Je te propose un marché, Emma, » dit finalement Victor, se tournant vers la jeune femme. « Reviens à la villa. Continue à porter le nom de marchand publiquement. Je maintiendrai l'allocation et l'accès aux fonds de ta mère. Ta vie reprendra comme avant, à l'exception du mariage avec Philippe Fournier, bien sûr. Cette idée est caduque maintenant. Et en échange, demanda Emma méfiante, en échange, tu coupes tout lien avec les Duval. Complètement. Définitivement. Emma jeta un regard à Marc, qui semblait sur le point de protester. Et si je refuse? Alors je conteste officiellement ma paternité. Tu te retrouveras sans nom, sans ressources, à la merci de la générosité de ton père biologique présumé. Victor désigna Marc d'un geste méprisant. Un homme qui vient de perdre son emploi et qui a déjà du mal à subvenir aux besoins de sa propre fille. Le silence qui suivit était assourdissant. Emma se sentait prise au piège, tiraillée entre deux mondes, deux identités, deux pères, l'un qui l'avait élevée sans l'aimer vraiment, l'autre qui l'avait accueillie sans savoir qui elle était. « Je te laisse réfléchir », conclut Victor en se levant. « Tu as jusqu'à la fin de la semaine pour me donner ta réponse. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai d'autres engagements. » Il quitta la pièce sans un regard en arrière, les laissant seuls avec le poids de cette révélation explosive. Dès qu'il fut parti, Emma s'effondra sur le canapé, les larmes coulant librement sur ses joues. Marc s'assit à côté d'elle, hésitant à la toucher, incertain de son rôle désormais. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Tellement désolé, Emma. Tu ne savais vraiment pas ?» demanda-t-elle à travers ses larmes. « Tu n'as jamais soupçonné que je pouvais être... » « Jamais, » affirma Marc. « Élise et moi, notre histoire s'est terminée brutalement. Elle est partie sans explication. Puis, j'ai appris qu'elle était avec Victor Marchand. Je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles après ça. » Emma hocha la tête, voulant le croire. « Que va-t-on faire maintenant ?» Marc prit une profonde inspiration. « C'est à toi de décider, Emma. Si tu veux accepter la proposition de Victor, retourner à cette vie que tu connais? Non,
l'interrompit Emma avec une fermeté qui la surprit elle-même. Je ne retournerai pas vivre avec lui. Pas après tout ça. Pas après avoir découvert qu'il m'a menti toute ma vie, qu'il m'a utilisé comme un pion dans sa vendetta contre toi et ma mère. Mais sans son soutien financier, on trouvera un moyen, dit-elle en essuyant ses larmes. Si tu es mon père, alors nous affronterons ça ensemble. En famille. Marc sentit son cœur se serrer à ces mots. Famille. Un concept qui prenait soudain une dimension nouvelle, inattendue. Tu es sûr ? Demanda-t-il. Ce ne sera pas facile. Les démarches juridiques, les tests ADN sans parler des conséquences financières. Je suis sûr, affirma Emma. Toute ma vie, j'ai vécu dans le mensonge. Je veux connaître la vérité, quelles qu'en soient les conséquences. Et si cette vérité est que tu es mon père, alors c'est un nouveau départ pour nous deux. Marc hésita un instant, puis prit sa main dans la sienne. Dans ce cas, nous affronterons ça ensemble. Toi, moi et Léa. Tu crois qu'elle va m'accepter ? Comme une sœur. Marc sourit, pensant à sa fille. Leur force, leur générosité. Léa a toujours voulu une sœur. Elle sera peut-être surprise au début, mais elle t'acceptera, j'en suis certain. Emma hocha la tête, un faible sourire se dessinant à travers ses larmes. Pour la première fois depuis cette révélation bouleversante, elle sentit une lueur d'espoir. Peut-être que dans cette tempête qui balayait sa vie, elle avait trouvé un phare, une vraie famille, basée non pas sur les apparences et les obligations, mais sur l'amour et l'acceptation. Ils quittèrent la villa en silence, laissant derrière eux le luxe ostentatoire et les mensonges du passé. Le chemin qui les attendait serait difficile, semé d'obstacles légaux et financiers, mais ils l'affronteraient ensemble, pas à pas. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Victor Marchand les observait partir depuis la fenêtre de son bureau, un verre de whisky à la main et un sourire énigmatique aux lèvres. Son plan ne faisait que commencer. La vérité qu'il avait révélée n'était qu'une partie du jeu complexe qu'il orchestrait. Car même privée de son nom et de sa fortune, Emma possédait quelque chose que Victor convoitait ardemment, quelque chose qu'il était prêt à tout pour obtenir, même à détruire la vie qu'il avait construite. Ça, il a fait quoi ? L'exclamation de Léa résonna dans le petit appartement alors que Marc et Emma venaient de lui raconter les événements de la soirée. La jeune fille regardait alternativement son père et Emma, son visage exprimant un mélange d'incrédulité et d'indignation. « C'est complètement dingue », continua-t-elle. « Comment peut-on faire ça ? Révéler à quelqu'un que toute sa vie est basée sur un mensonge, juste pour se venger. » Emma était assise sur le canapé, les yeux encore rougis par les larmes. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il voit les gens comme des pièces sur un échiquier. Même moi, celle qu'il croyait être sa fille. Marc, qui était resté silencieux depuis leur retour, fixait sa tasse de café, désormais froide. Le pire, c'est que je ne sais même pas s'il dit la vérité. Ce test de paternité qu'il nous a montré pourrait être falsifié. Tu crois qu'il irait jusque-là ? Demanda Léa. Pour me faire du mal ? Pour nous séparer, Emma et moi ? Oui, j'en suis convaincu. Emma hocha lentement la tête. Ça lui ressemblerait. Mais d'un autre côté, la chronologie correspond. Et maintenant que j'y pense, il y a toujours eu cette distance entre nous, comme s'il ne pouvait pas vraiment m'aimer. Un silence pesant s'installa dans la pièce, chacun perdu dans ses pensées. Finalement, Léa se leva et vint s'asseoir à côté d'Emma sur le canapé. « Tu sais quoi ?» dit-elle en prenant la main d'Emma. « Que tu sois la fille biologique de mon père ou non, ça ne change rien pour moi. Tu es déjà comme une sœur. » Emma la regarda, surprise et touchée par cette déclaration spontanée. « Vraiment ? Vraiment ?» confirma Léa avec un sourire. « Et puis, avoir une sœur qui peut m'apprendre à reconnaître un Monet d'un Manet, c'est plutôt cool. » Emma rit à travers ses larmes, reconnaissante pour cette tentative de légèreté dans un moment si sombre. « Alors, quel était le plan ?» demanda Léa, se tournant vers son père. Marc soupira, passant une main fatiguée sur son visage. « D'abord, nous devons savoir si ce que Victor affirme est vrai. Nous ferons un test ADN officiel, Emma et moi. Et si c'est positif ?» demanda Emma, sa voix trahissant son appréhension. « Alors nous entamerons les démarches juridiques pour que je te reconnaisse légalement comme ma fille. Mais cela signifie aussi que Victor contestera probablement sa paternité légale, ce qui compliquera les choses. Et si c'est négatif ?» Cette fois, c'était Léa qui posait la question, son ton plus hésitant. Marc et Emma échangèrent un regard. C'était une possibilité qu'ils n'avaient pas encore vraiment envisagée. « Si je ne suis pas ton père biologique, dit finalement Marc, tu auras une
Décision à prendre, Emma, retourner vers Victor et sa proposition ou rester avec nous quand même, compléta Léa avec détermination. Parce que la famille, ce n'est pas juste une question d'ADN. Emma sentit une vague de gratitude l'envahir face à cette affirmation simple mais profonde. Quoi qu'il arrive, elle n'était plus seule. Pour la première fois de sa vie, elle avait des personnes qui se souciaient vraiment d'elle, pas de son nom ou de son héritage. « Merci », murmura-t-elle. « À vous deux, pour tout. » Marc se leva et vint s'asseoir de l'autre côté d'Emma, formant avec Léa un cocon protecteur autour d'elle. « Nous sommes ensemble dans cette épreuve, » dit-il doucement. « Quoi qu'il arrive. » Le lendemain matin, Marc se rendit dans une clinique spécialisée pour organiser les tests ADN. Le processus était simple mais coûteux, une dépense qu'ils pouvaient difficilement se permettre dans leur situation actuelle. Pourtant, c'était une étape nécessaire, la seule façon de connaître la vérité. Pendant ce temps, Emma avait pris une décision. Si elle n'avait plus droit à l'allocation de Victor, elle devait trouver un moyen de subvenir à ses besoins. Elle interrompit temporairement ses cours du soir à l'école des Beaux-Arts et commença à chercher un emploi à temps partiel. « Tu n'es pas obligé de faire ça », avait protesté Marc quand elle lui avait annoncé sa décision. « Si, je le suis », avait-elle répondu fermement. « Je ne serai pas un fardeau pour vous, surtout maintenant. » Sa recherche s'avéra plus difficile qu'elle ne l'avait anticipé. Sans expérience professionnelle et avec un CV qui mentionnait son nom, Marchand, elle essuyait soit des refus polis, soit des propositions douteuses de la part d'employeurs qui voyaient en elle une opportunité d'approcher la famille Marchand. Finalement, après une semaine de recherches infructueuses, elle trouva un poste de serveuse dans un petit café à l'autre bout de la ville, suffisamment loin pour que le nom de Marchand n'y évoque rien de particulier. Le salaire était modeste, les horaires difficiles, mais c'était un début, une façon de contribuer au foyer qui l'avait accueilli. Léa, de son côté, avait dû faire face aux conséquences de l'annulation de sa bourse. Sans ce soutien financier, la poursuite de ses études devenait incertaine. Marc avait insisté pour qu'elle continue, promettant de trouver une solution, mais la jeune fille était réaliste. « Je pourrais prendre une année sabbatique », avait-elle suggéré. « Travailler pour économiser, puis reprendre mes études l'année prochaine. »« Hors de question », avait répondu Marc. « Tu es brillante, Léa. Tu iras à l'université comme prévu. » Mais les mots, aussi déterminés soient-ils, ne pouvaient pas créer de l'argent là où il n'y en avait pas. La réalité financière de la famille Duval, désormais potentiellement élargie à Emma, était de plus en plus précaire. 2 semaines après la révélation de Victor, alors que Marc était sorti pour un énième entretien d'embauche peu prometteur, la sonnette de l'appartement retentit. Emma, qui venait de rentrer de son service au café, alla ouvrir, s'attendant à trouver un voisin ou un livreur. À sa grande surprise, c'est Maître Berger, l'avocat de Victor, qui se tenait sur le palier. « Mademoiselle Marchand », la salua-t-il avec sa politesse habituelle. « Puis-je entrer ? J'ai des informations importantes à vous communiquer. » Méfiante mais curieuse, Emma s'écarta pour le laisser passer. L'avocat pénétra dans l'appartement, jetant un regard circulaire qui n'exprimait ni jugement ni mépris, contrairement à celui de Victor lors de sa première visite. « Monsieur Duval n'est pas là ?» demanda-t-il en s'asseyant à la table de la cuisine sur l'invitation d'Emma. « Non, il est sorti. Que voulez-vous, Maître Berger ?» L'avocat sortit une enveloppe de sa mallette et la posa sur la table. « Les résultats du test ADN que Monsieur Marchand a fait réaliser entre vous et lui il y a plusieurs années. Les originaux, pas des copies. Il m'a demandé de vous les remettre. » Emma regarda l'enveloppe sans la toucher, comme si elle contenait quelque chose de dangereux. « Pourquoi ferait-il ça ?» Maître Berger hésita puis soupira. « Mademoiselle, je travaille pour votre père, pour Monsieur Marchand, depuis plus de 20 ans. Je l'ai vu changer après la mort de votre mère, devenir plus dur, plus impitoyable. Ce qu'il fait maintenant, cette façon de jouer avec votre vie et celle des Duval, ce n'est pas l'homme que j'ai connu autrefois. » Emma était surprise par cette soudaine confidence. « Pourquoi me dites-vous ça ? Parce que vous méritez de connaître la vérité, sans manipulation. » Il poussa l'enveloppe vers elle. « Ces résultats sont authentiques. Je les ai vus à l'époque, quand votre père les a reçus. Il confirme ce qu'il vous a dit. Victor Marchand n'est pas votre père biologique. » Emma prit l'enveloppe d'une main tremblante. « Et Marc, ces tests prouvent-ils qu'il est mon père ? Non, ces tests comparent uniquement votre ADN à celui de Monsieur Marchand. Pour savoir si Monsieur Duval est votre père biologique, vous aurez besoin d'un test séparé. » Emma hocha lentement la tête, digérant cette information.
Pourquoi Victor m'envoie-t-il ces documents maintenant? Quel est son jeu? Maître Berger sembla hésiter à nouveau, comme s'il pesait les conséquences de ce qu'il s'apprêtait à révéler. Votre mère, Élise, a laissé plus que le fonds dont vous avez connaissance. Elle a également laissé un testament secret que M. Marchand a dissimulé après sa mort. Un testament? Emma sentit son cœur s'accélérer. Que dit-il? Je n'en connais pas les détails exacts, mais je sais qu'il contient des dispositions concernant une propriété en Provence qui appartenait à votre mère avant son mariage. Une propriété qui n'a jamais été intégrée à la fortune des Marchands. Une propriété? Emma était de plus en plus confuse. Pourquoi Victor me cacherait-il ça? Pourquoi jouer à ces jeux au lieu de simplement me dire la vérité? Parce que cette propriété n'est pas qu'une simple maison, mademoiselle. C'est un domaine viticole, évalué aujourd'hui à plusieurs millions d'euros. Et selon ce que j'ai pu comprendre, votre mère l'a légué non pas à vous en tant qu'Emma Marchand, mais à l'enfant né de son amour avec Marc Duval. Emma resta sans voix, abasourdie par cette révélation. Si Marc était vraiment son père biologique, alors ce domaine lui appartenait. Une fortune indépendante de Victor, une chance de recommencer sans avoir à choisir entre la sécurité financière et sa liberté. Monsieur Marchand cherche à contester ce testament, continua Maître Berger. C'est pourquoi il a besoin que vous restiez Emma Marchand légalement, tout en s'assurant que Monsieur Duval ne puisse pas vous reconnaître comme sa fille. Alors, toute cette histoire, cette révélation sur ma véritable parenté, c'était pour me manipuler, pour m'empêcher de découvrir ce testament? Maître Berger haussa les épaules. Je ne peux pas parler des intentions de Monsieur Marchand. Je vous transmets simplement ces informations parce que je pense que vous avez le droit de savoir. Emma le dévisagea méfiante. Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi trahir votre client? L'avocat se leva, refermant sa mallette. J'ai connu votre mère, mademoiselle. Elle était extraordinaire et elle vous aimait plus que tout. Ce qu'elle voulait pour vous, ce n'était pas la fortune des Marchands ou la notoriété, mais la liberté de choisir votre propre chemin. Il se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. Je vous conseille de consulter un avocat indépendant, rapidement. Après son départ, Emma resta longtemps immobile, l'enveloppe contenant les résultats du test entre les mains, l'esprit tourbillonnant de questions et de possibilités nouvelles. Un domaine viticole en Provence. Un héritage de sa mère, distinct de la fortune des Marchands. Une chance de recommencer, de construire quelque chose de nouveau. Mais d'abord, elle devait connaître la vérité, toute la vérité. Et pour cela, elle avait besoin des résultats du test ADN entre elle et Marc. Ces résultats qui détermineraient non seulement son identité, mais aussi son avenir. Lorsque Marc rentra ce soir-là, épuisé par une journée de recherche d'emploi infructueuse, Emma l'attendait, assise à la table de la cuisine, l'enveloppe de Maître Berger devant elle. « Nous devons parler », dit-elle simplement. « J'ai reçu une visite aujourd'hui qui change tout. » Et alors qu'elle commençait à lui raconter sa conversation avec l'avocat de Victor, un nouveau chapitre de leur histoire s'ouvrait. Un chapitre où les secrets du passé, enfin révélés, pourraient soit les unir, définitivement, soit les séparer à jamais.